Le 19e siècle continue d'être un continent inexploré pour la majorité des Guyanais. La phrase est issue de l'avant-propos du livre dont on va parler ce matin, Pouvoir colonial, figures politiques et société en Guyane française de 1830 à 1910, publié aux éditions Ibis Rouge. Longue et passionnante période contradictoire, parfois loin des caricatures qui peuvent en être faites aujourd'hui, et durant laquelle certes la dimension racialiste héritée de la colonisation perdait de la vitesse sans pour autant disparaître totalement, mais aussi et surtout une époque où la Guyane passe d'un système à un autre avec l'acquisition de la citoyenneté française et l'ambition pour la population de s'emparer du jeu politique. Bonjour Boris Lama. Bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation donc pour parler de votre livre Pouvoir colonial, je le redis, figures politiques et société en Guyane française de 1830 à 1910. Avant d'entrer dans le détail, Boris Lama, j'aimerais qu'on s'arrête sur la dimension complexe de cette période et vous en parlez d'ailleurs, je vous cite, nous réduisons notre histoire aux aspects les plus sombres du fait esclavagiste. Je ne mésestime pas le poids de l'esclavage dans notre héritage collectif. Il est toutefois navrant de constater l'émergence d'un révisionnisme de l'histoire de l'esclavage et de ses abolitions. C'est vraiment cet aspect-là, le fait que les choses n'ont pas été binaires, on va dire, durant toute la période qui vous a motivé à travailler sur le sujet, parce que je le précise pour nos auditeurs, ça a été quand même un long travail que vous avez fait pendant plusieurs années. Oui, donc en fait, c'est vrai que mon observation dans l'avant-propos est le résultat en fait de toute la recherche, puisque le travail de l'historien qui s'inscrit en thèse, c'est une démarche heuristique, c'est-à-dire on est là pour découvrir, pour faire des découvertes entre guillemets, et c'est vrai que on prend une claque entre guillemets, pour parler vulgairement. À quel niveau par exemple? Comme vous l'avez évoqué, l'histoire est beaucoup plus complexe que cela. Je débute mon travail en 1830. Durant la fin de la période esclavagiste, au moment où vous avez une élite de couleur issue de la classe des affranchis qui tente de s'intégrer dans le jeu politique qui est réservé uniquement aux Blancs, comme vous le savez, puisque nous sommes dans un système racial, dans une société hiérarchisée selon le critère de la couleur de peau, selon le critère du phénotype. Et ils se battent pour intégrer ce système-là. Et ça permet justement, par rapport à mon avant-propos, de voir qu'il n'y a pas que des victimes au sein de cette population. Puisque ces libres de couleur sont, comme partout ailleurs dans les Amériques, propriétaires terriens et propriétaires d'esclaves. Donc c'est pour cela que j'ai ce propos-là. C'est ni tout blanc, ni tout noir. Pourquoi cette période-là, du coup, en particulier, Boris Lama? Tout de suite, quand vous avez commencé votre thèse, vous vous êtes dit, il y a un manque, il y a des manquements dans la connaissance qu'on peut avoir de tout le 19e siècle, et j'ai envie, moi, finalement, d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Si vous voulez, c'est un écrivain guyanais qui m'a poussé à aborder cette période-là, un écrivain de l'époque même, Alfred Paripou, qui, selon les recherches, serait un conseiller général à Théodore Mitterrand, né justement à la fin de l'esclavage et qui fait partie des premiers conseillers généraux. Et dans Atipa, il décrit son époque, les années 1880, et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses à découvrir sur cette période-là, qui est charnière pour l'histoire de la Guyane, et qui fonde notre société actuelle. Et voilà ce qui a été ma motivation première pour découvrir le 19e siècle guyanais. Il y a des choses que vous avez, vous, découvert en menant finalement cette espèce de longue enquête historique? On va dire oui, du début à la fin. Comme je vous l'ai dit au départ, 1830, le Conseil colonial, qui est la première institution, première assemblée locale où les deux hommes de couleur, deux mulâtres, intègrent cette assemblée-là. Et puis l'abolition de l'esclavage aussi, qui en Guyane est particulière. C'est-à-dire que, à la différence des autres territoires, l'abolition de l'esclavage en Guyane a mis à mal, il y a même liquidé le pouvoir des Blancs. Ça va se concrétiser 30 ans plus tard, dans les années 1870. Mais le fait que les Blancs de Guyane sont
tirent leur puissance et leur fortune du monde de l'habitation coloniale. Le fait que les esclaves quittent l'habitation après l'abolition de l'esclavage du fait de la géographie guyanaise qui leur permet de se disperser, c'est quelque chose qui singularise la Guyane par rapport aux autres territoires du plateau des Guyanes et de la Caraïbe. Et autre particularité guyanaise, durant cette abolition-là, les contemporains étaient très surpris de l'attitude des anciens esclaves qui ne manifestent pas de joie au moment où on parle au moment où l'esclavage est aboli. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient gardé le souvenir de la première abolition. La première abolition, rappelez-vous, l'esclavage avait été aboli en 1794 et a été rétabli en 1802. Et contrairement aux Antilles, notamment la Martinique, qui n'avait pas connu cette abolition du fait que l'île était occupée par les Anglais, les esclaves n'avaient pas oublié cela et ne pensaient pas que c'était, ils pensaient que c'était faux. Donc c'est vraiment, puisque pour retourner à cette époque-là, on dit que l'esclavage l'annonce de l'abolition intervient en juin, mais elle devient effective en août. Et durant ce laps de temps-là, on observe une espèce d'apathie chez les esclaves. Ils n'y croient pas. Et c'est vraiment quand le 10 août arrive, qui est le jour où l'esclavage est vraiment aboli en Guyane, qu'ils se rendent compte, effectivement, ben oui, l'esclavage est aboli. On a même des personnes qui sont dans les quartiers, c'est-à-dire aujourd'hui les communes, qui se rendent à Cayenne pour vérifier si vraiment l'esclavage est aboli. Donc ça, ce sont encore des faits qui ne sont pas connus et qu'on découvre dans l'ouvrage. Vu que vous en parlez, Boris Lama, et que vous parlez de dates, dès qu'on parle soit du 19e, soit du 20e siècle, les deux dates butoirs, évidemment, que tout le monde a en tête, c'est d'un côté l'abolition de l'esclavage en 1848 et la départementalisation de 1946. Votre choix de regarder cette période avec des dates différentes, donc qui commencent un petit peu avant avec 1830 jusqu'à 1910, ça vient d'où et surtout ça correspond à quoi en fait historiquement ? Alors, au départ, je m'étais calqué sur, sur les chronologies bien connues, 1848 et 1946. C'était à ce moment-là, c'était ma bande chronologique de départ. En plus, il y a quelque chose d'assez satisfaisant parce qu'en fait, il y a quasiment un siècle de 48 à 46. Mais au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte, c'est justement pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, que la vie politique débute en fait en 1830 et que la question de l'abolition de l'esclavage alimente les débats, puisqu'on parle déjà en 1830 de la nécessité d'abolir l'esclavage. Pour reprendre le contexte, l'Angleterre abolit l'esclavage à ce moment-là. Et donc, la répercussion dans l'empire colonial français, c'est de dire, s'ils abolissent l'esclavage, on a intérêt à s'y prendre nous aussi, pour pouvoir maintenir l'économie coloniale, puisque une colonie, le but d'une colonie, c'est de produire et d'exporter, donc pour maintenir l'économie coloniale et pour maintenir aussi l'hégémonie blanche. Donc c'est pour cela que j'ai poussé la borne à 1830. Et pour la clôture, 1910, parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'élite de couleur qui apparaît en 1830 disparaît en 1910. Donc 1910, on est à la fin du 19e siècle. Et le début du XXe siècle, la Guyane est confrontée à des migrations venues des Antilles anglaises, mais sur le plan politique, ce qui compte, c'est les Antilles françaises, puisque les Martiniquais et les Guadeloupéens sont français. Et ça bouleverse le jeu politique local, puisque vous doutez bien que aujourd'hui, si des Alsaciens, des milliers d'Alsaciens viennent à Matoury, ça change le paysage politique à Matoury. Donc l'arrivée des Antillais change le paysage politique guyanais. Et ils apportent avec eux des pratiques qui sont très répandues aux Antilles, c'est-à-dire la fraude électorale. Et il y a beaucoup de tensions entre Guyanais et Martiniquais, et cela aboutit à ce que je décris dans mon dernier chapitre, un changement d'élite, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une élite qui est issue de la petite bourgeoisie de Cayenne, qui a fait fortune dans l'or, ça aussi je parle de l'or, qui est remplacée par
une élite antillaise, bien sûr les chefs du parti qui va prendre le pouvoir dans les années 1900 sont guyanais, mais la base est antillaise. Et ces personnes-là sont issues du monde des affaires antillais et sont soutenues par des industriels antillais, Gaston Clanis et Frédéric Tanon, deux béquets, deux blancs créoles antillais. Et voilà pourquoi je m'arrête à ce moment-là, qui est un moment charnière. On peut dire que la Guyane rentre au XXe siècle à ce moment-là. Et voilà. Pour revenir du coup au début de la période, à quoi est-ce qu'il ressemble entre 1830 du coup et 1848? À quoi ça ressemble les débats, les réflexions politiques qui sont menées sur le territoire guyanais et par les grandes figures, on va dire, de l'époque? Alors le débat, comme je l'ai dit, entre 1830 et 1848, c'est la monarchie de Juillet. Il faut savoir que seul le système politique français à ce moment-là, il a pour base le suffrage censitaire. C'est-à-dire que ce sont les riches, seuls les riches votent. Et seuls les riches participent à la vie politique puisqu'ils payent le cens, qui est un impôt de l'époque. Et contexte guyanais, qui est le contexte des vieilles colonies, la discussion principale, c'est comment abolir l'esclavage. Comment abolir l'esclavage sans que cela nuise à l'économie coloniale. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ce sera un échec, ils ne parviendront pas à obtenir cela, mais c'est très intéressant de voir les différents plans qui ont été mis en place. Vous avez les colons qui essayaient de créer, qui voulaient fonder une nouvelle Guyane, parce que, autre débat, qui est toujours le débat actuel, qui est vraiment... je dirais, je vais parler vulgairement, l'obsession guyanaise, qui est le développement de la Guyane, le développement économique. Comment, il y a ce débat-là, comment développer la Guyane, comment refonder la Guyane, puisqu'on considère que la Guyane a été mal colonisée. Vous pouvez voir la géographie guyanaise, où vous avez des communes qui sont éloignées les unes des autres, contrairement à d'autres territoires. Et à cette idée-là de, oui, on va abolir l'esclavage, mais on va refonder le territoire. Il faudra que les esclaves soient engagés, salariés, qu'ils restent dans les habitations. Il y a toutes sortes de projets de ce type-là qui sont établis, qui visent à maintenir la production agricole et à maintenir la domination blanche. Oui, c'est impossible de faire l'histoire de la Guyane du 19e siècle, finalement, si on ne fait pas aussi de l'économie, de la démographie, de la sociologie. Voilà, évidemment, il y a l'aspect politique qui est omniprésent, mais pour avoir un aperçu le plus fin possible de cette époque-là, on doit s'intéresser à toutes les facettes en fait, de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que l'historien, bon, c'est vrai que le thème, c'est la politique, mais je veux dire, on ne peut pas faire l'impasse sur l'économie, surtout dans le contexte guyanais. Les rapports entre l'État et la Guyane, le pouvoir colonial français, Boris Lama, durant toute cette période post-esclavagiste, on va dire, comment est-ce qu'on peut caractériser la position française, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu tout et son contraire finalement quand on essaye d'analyser ce que la France a voulu faire en Guyane sur toute cette période-là. Est-ce que c'est vraiment difficile de comprendre et caractériser en quelque sorte cette transition, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas le passage de la colonie à la République pour ce qui concerne la Guyane? Alors, oui, c'est très complexe en fait. Le rapport entre le pouvoir colonial et la colonie, c'est complexe pour les habitants, mais c'est pas forcément complexe pour le pouvoir colonial. Le pouvoir colonial, bon, c'est une colonie, comme je l'ai dit plus tôt, et la colonie, elle a... Le but de la colonie, c'est, encore une fois, c'est vraiment... maintenir la production, maintenir l'économie. Et le but, les habitants doivent travailler. Ils doivent travailler, ils doivent produire, ils doivent... pour le bien-être de l'économie coloniale. C'est pour ça qu'il y a une dissonance entre les revendications des élites locales qui, elles, adhèrent aux idéaux républicains. Et c'est là qu'il y a toute cette confrontation-là, c'est qu'en fait, on est tributaire pour comprendre les rapports entre l'État et la colonie. Il faut comprendre aussi le fait que durant toute la période que j'étudie, la France change plusieurs fois de régime. On passe de la monarchie de Juillet, qui est une république bourgeoise,
mi-démocratique, mi-autoritaire. Ensuite, la République, la Seconde République, qui sera très courte, qui va donner des droits politiques aux habitants de la colonie. Et ça, c'est l'œuvre de Schœlcher, puisque bon, on parle souvent de l'abolition de l'esclavage, on se concentre sur ça, mais le plus important, c'est surtout le fait que l'on ait donné la citoyenneté française à l'ensemble des anciens esclaves. Et ça a du sens. Et ça, si vous voulez, ça a du sens sur le long terme. Le fait d'être citoyen français, les habitants vont toujours réclamer ça. Et regardez, nous avons des droits, vous pouvez pas agir n'importe comment avec nous. Et ça contribue à 1946 d'une certaine manière. Mais la Seconde République ne va pas vivre longtemps. Comme vous le savez, Napoléon III arrive au pouvoir. Et là, on a affaire à un régime autoritaire, mais qui, tout de même, n'enlève pas la citoyenneté aux habitants de la colonie. Et c'est au retour de la République, là encore, les revendications reviennent, puisqu'ils sont toujours français. Et on revendique encore de plus en plus. On revendique nos droits. Et j'explique que dans mon ouvrage, que la Guyane, là aussi, est aussi singularisée dans l'ensemble des vieilles colonies. C'est la seule colonie, entre les 4 colonies, qui n'a pas d'institution politique. Pas de conseil général, pas de municipalité, pas de député. Et tout le combat qui va être mené entre 1860 et 1879, c'est de doter la colonie d'institutions politiques, d'assemblées délibérantes. Et ils vont parvenir, ils vont réussir. Si aujourd'hui on a ces institutions en Guyane, c'est par rapport au combat mené par les politiques. Mais ça ne changera pas non plus. Le Conseil général sera instauré en 1879, la députation aussi, et la municipalité plus tard. Mais ça ne changera pas les rapports conflictuels avec l'administration, avec les gouverneurs, puisque ce sont souvent des militaires qui étaient en poste dans d'autres colonies et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi la République a donné ces droits-là à ces non-blancs, à ces personnes, des fois ils disent qu'ils ne sont pas civilisés ou bien qu'ils sont à demi civilisés. Oui. Et donc, voilà les niveaux de conflit qui culminent, et ça j'en parle, à la fin du 19e siècle où finalement le Conseil général, dirigé par Henri Hursler, se dit, bon écoutez, on est déjà, culturellement parlant, nous sommes civilisés, nous n'avons rien à prouver, mais la France ne veut pas mettre en valeur la Guyane, il est temps de prendre notre autonomie, une autonomie qui est calquée sur le modèle anglo-saxon, qui se caractérise par une décentralisation large. Et voilà le combat qui est mené à la fin du 19e siècle, un combat qui sera un insuccès, puisque le pouvoir colonial rejette cette demande et va même punir, entre guillemets, le Conseil général en lui enlevant certaines prérogatives, notamment le domaine colonial dont il avait la gestion, entre guillemets. Boris Lama, ça fait quand même partie, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, du titre de votre livre, Les figures politiques de Guyane. C'est quand même un élément très important dans votre travail, le fait de remettre en avant certains parcours, certaines personnalités politiques guyanaises. Il y a beaucoup de noms dans votre livre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu parler de l'histoire, on va dire avec un grand H, mais en donnant des exemples finalement très concrets de ce qu'ont pu faire, écrire et penser des figures politiques de l'époque ici en Guyane? Ben effectivement, c'est vrai que nous n'avons pas en Guyane la connaissance de ces personnes-là. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'historien, c'est un peu un explorateur, si je peux employer le terme. Il découvre, et c'est vrai que dans le contexte qui est le nôtre, en tout cas le contexte de l'époque, ce sont plus des élites qui écrivent. Il y a une majorité de personnes qui sont analphabètes, qui ne sont pas éduquées à l'école, même si l'instruction commence à faire son apparition. Et donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'avoir des éléments sur les élites. Oui. Donc c'est vrai que je me suis focalisé sur cela, mais c'est pour ça qu'à la fin le titre, c'est Pouvoir colonial, figure politique et société. Je m'intéresse à la société peut-être moins que la partie figure politique, mais on a aussi des éléments sur la population de manière générale, notamment je parle de l'après-esclavage, cette société créole guyanaise qui
se tournent vers la bâtie, le travail pour soi, comme on dit à l'époque. Les gens se nourrissent eux-mêmes et ils revendent le surplus dans les marchés. Et puis il y a l'orpaillage qui est très important, qui va d'une certaine manière sauver la Guyane, puisque les anciens esclaves vont se ruer vers l'or et jusqu'à la fin du 19e siècle, l'or fait vraiment vivre la colonie et c'est à la période à laquelle je m'arrête que ça va prendre une tournure plutôt problématique avec l'arrivée de migrants antillais des Antilles françaises et anglaises. Problématique à quel niveau? Problématique parce ces populations-là vont s'adonner elles viennent rechercher l'or. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais elles vont créer ce qu'on appelle le maraudage, qui est de l'orpaillage illégal. C'est-à-dire qu'elles vont s'installer sur le domaine privé et même sur les concessions de placériens, comme on disait à l'époque, comme Lyonce Melchior. Donc c'est de l'orpaillage illégal et ça va en quelque part déstructurer le secteur aurifère qui faisait vivre la colonie, qui va passer du formel à l'informel, qui va dominer sur le plan économique. Justement, Boris Lama, puisque vous parlez du jugement de valeur, est-ce que c'est facile, on va dire, quand on est un habitant de 2023, mais qu'on est aussi un historien, de regarder toute cette période, de regarder toutes ces personnes, ce qu'elles ont pu dire et faire, et de rester le plus objectif possible, finalement, en ayant un regard purement scientifique en tant qu'historien. C'est là que se situe normalement toute la caractéristique du métier d'historien. Oui. L'historien doit... Bon, c'est vrai qu'on parle d'objectivité, mais d'autres disent que ce terme-là n'est pas forcément adapté, donc on parle plus de détachement. L'historien doit être détaché. C'est vrai que ça peut être difficile pour l'historien, surtout si il est issu du territoire. Et bon, il doit faire le job, il doit dire les choses telles qu'elles sont, il doit avoir une démarche scientifique. Les faits qu'il trouve, il doit les analyser. Il ne doit pas effectivement porter de jugement. Ce qu'il doit faire, c'est montrer, expliquer et faire comprendre le contexte. C'est-à-dire que les hommes de cette époque-là sont le fruit d'un contexte. Leur représentation, leur vision du monde sont tributaires de leur éducation, de leur orientations, de la culture dominante de l'époque. Et l'historien doit le faire, y compris, même quand vous avez des textes, vous verrez dans le livre, quand vous le lirez, quand vous avez des textes d'esclavage, il ne faut même pas dire esclavagiste, des façons c'est dire esclavagiste, l'historien, d'habitants propriétaires d'esclaves, qui justifient l'esclavage. Que doit faire l'historien? Il y a la tentation en tant qu'homme de 2023 de l'attaquer, de le flageller, mais l'historien doit montrer ce qui fait que cet homme-là, du 19e siècle, justifie l'esclavage. Quels sont les mécanismes intellectuels, culturels, qui font qu'il justifie l'esclavage? C'est ça le job de l'historien. Boris Lama, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour parler donc de ce livre Pouvoir colonial, figure politique et société en Guyane française de 1830 à 1910. C'est publié aux éditions Ibis Rouge. Est-ce que c'est encore disponible en Guyane pour les personnes qui ont envie de le lire? Apparemment, il est en rupture de stock, mais je crois qu'ils vont alimenter les librairies très bientôt. Donc, bon, c'est signe qu'au moins le livre marche et le livre plaît. Merci encore, très bonne journée à vous.